grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. La journée des migrants est célébrée aujourd'hui dans le monde. Selon l'OIM, en 2024, les déplacements internes ont atteint un niveau record. Aussi, le nombre de décès enregistrés parmi les migrants en transit a été plus élevé que jamais. Les crises économiques, environnementales et humanitaires ont été citées parmi les causes. Cette célébration est aussi l'occasion pour les organisations de défense des droits des migrants de faire des plaidoyers, mais aussi de montrer l'apport de ces derniers dans le développement de leur pays, mais aussi de leur pays d'accueil et d'origine. Comment aller vers une migration sûre? Le thème du grand dialogue d'aujourd'hui est changement climatique, les migrants en quête de sécurité. Nous allons aborder ces questions avec nos différents invités qui sont Mamadou Konaté, chargé des questions juridiques à l'AME. Bonsoir. Bonsoir, madame. Notre second invité est Issa Bamba, consultant sur les questions du changement climatique. Bienvenue. Et en troisième lieu, nous avons M. Sambou Dambélé, chargé de projet migration de l'ONG Caritas Suisse au Mali. Bonsoir. Je suis Mariam Koulibaly. Bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Alors, le Mali va célébrer cette journée demain dans la région de Ségou avec tous les acteurs. Déjà, nous allons poser notre première question à M. Mamadou Konaté, qui est chargé des questions juridiques à l'AME, l'association des personnes expulsées. Alors, M. Diarra, quel est l'objectif de la célébration de cette journée? Vous voulez dire M. Konaté? Monsieur Konaté, excusez-moi, parce que c'était Diarra qui était prévu. Oui. Il y a eu un changement de dernière minute. Okay. Allez-y, s'il vous plaît. Merci, madame. Alors, donc, l'organisation, c'est bien l'Association malienne des expulsés, donc, qui a été créée en 1996 et travaille donc, sur toutes les questions concernant la migration. Alors donc, la question, c'était par rapport à la journée. Oui, l'objectif même de la célébration de cette journée dans le monde, mais aussi particulièrement au Mali. Oui. Voilà. Alors donc, comme vous le savez, les personnes migrantes ont beaucoup de difficultés donc, à travers le monde. Alors donc, les organisations, les États et tout. Donc, finalement, dans les années 2000, donc, l'Assemblée des Nations Unies a opté en fait cette journée-là, donc le 18 décembre de chaque année, donc pour célébrer, donc c'est symbolique pour célébrer, alors donc une journée dédiée à l'ensemble des migrants et aux membres de leur famille, et les travailleurs migrants surtout. Alors la journée, ce qui est plus intéressant donc dans la célébration de cette journée, c'est que c'est une convention donc qui a été signée par beaucoup d'États. Alors donc cette convention donc des Nations Unies donc qui protège, n'est-ce pas, donc l'ensemble des travailleurs migrants sans exception, que ce soit des travailleurs migrants en règle ou des travailleurs migrants qui ne sont pas en règle. Donc en tout cas la convention les protège. Donc c'est ça sa particularité. Et peut-être malheureusement donc on constate que cette convention, le Mali, je signale que le Mali a non seulement signé la convention, il l'a ratifiée depuis dans les années 2003. Mais malheureusement, il y a beaucoup de pays, donc, entre guillemets, qui reçoivent beaucoup de migrants, les pays européens surtout, et américains. Donc, aucun de ces grands pays n'a accepté de signer cette convention et encore moins de la ratifier. Donc, c'est ça le point d'ombre donc, dans cette... Mais est-ce que vous savez pourquoi ces pays ont refusé de signer ce Oui, parce cet que accord? comme on l'a dit, ça protège tous les migrants sans exception. Alors donc, comme quand vous voyez, il y a plusieurs obstacles qui se dressent donc, pour empêcher la libre circulation des personnes. Vous voyez toutes les difficultés que les pays mettent en place pour empêcher donc, la libre circulation des personnes. Alors donc, on comprend forcément que s'il y a une convention qui protège tous les migrants sans exception, alors y compris les migrants qui ne sont pas en règle, alors donc ça va être ils seront obligés d'être flexibles. Voilà, et de les protéger parce que c'est une convention. Alors donc, si ces pays-là s'engagent, ils seront obligés donc de protéger toutes ces personnes-là. Alors que ce que nous voyons aujourd'hui, ces personnes-là ne sont pas protégées par ces pays-là. Et certains pays même construisent des murs
pour donc empêcher les personnes de passer. Alors donc c'est l'une des raisons pour lesquelles ces pays-là ont refusé donc de signer, de s'engager donc dans cette protection des migrants. Monsieur Dambélé, comment est-ce que vous appréciez ces célébrations ici au Mali depuis plusieurs années, et cette journée est commémorée ici au Mali à travers des des activités comme des journées de sensibilisation, des débats, des panels. Mais est-ce que vous pensez que toutes ces activités depuis fort longtemps sont organisées, ont porté fruit dans la lutte ou bien dans la protection des personnes en situation d'immigration? Merci Mariam pour cette question. Je voudrais d'abord commencer par remercier les autorités maliennes, l'État, le gouvernement, qui est fortement impliqué dans la protection des migrants. Donc, le Mali est l'un des pays en Afrique de l'Ouest qui a quand même engrasé des résultats tangibles dans la protection des migrants. Donc, chaque année, le gouvernement, à travers le ministère des Maliens de l'extérieur, organise cette journée internationale des migrants. Et donc, à travers plusieurs activités, comme tu l'as mentionné, moi je pense que ces activités portent des fruits parce que c'est l'occasion pour l'État, pour les autorités, pour les organisations de la société civile, pour les ONG internationales de sensibiliser, de créer des cadres de débat, des dialogues, discussions sur ces différents enjeux qui entourent la protection des droits des migrants. Donc je pense que c'est toujours pertinent, important de s'asseoir, de discuter, voilà, de mener des activités de sensibilisation sur la problématique, comme M. Konaté vient de le dire. Malgré les résultats obtenus, il y a toujours d'importants défis auxquels les acteurs font face pour promouvoir les droits de ces personnes-là. On parlera des défis après, mais quelle est la situation selon vous des migrants maliens? Ceux qui décident de prendre la route au Mali, pour vous, qu'est-ce qui les motive d'ailleurs à partir? Oui, évidemment, la migration résulte de multiples facteurs. C'est des facteurs divers et variés. Voilà, on parle de la pauvreté, mais la pauvreté, c'est vraiment un facteur général. Il faut aller au profond. Il faut faire une analyse approfondie pour pouvoir mieux comprendre un peu comment cette pauvreté impacte les déplacements. Donc, au début, vous parlez de la question climatique. Je pense que quand on parle de la question climatique, c'est l'un des facteurs de migration au Mali. Parce que je pense que les effets des changements climatiques, on aura l'occasion d'écouter l'expert sur cette question. Donc, ça impacte les ressources des populations, notamment quand on parle de l'agriculture. Donc, les conditions ne sont pas favorables au niveau de l'agriculture. Donc, il y a également des inondations. Donc, tout ce qui impacte un peu les conditions de subsistance des populations. Et donc, là, la migration parfois devient comme une stratégie d'adaptation aux effets des changements climatiques. Et il y a également beaucoup d'autres facteurs comme l'accès aux services de base, comme par exemple même la volonté de s'émanciper. Comme il y a également au Mali, il ne faudrait pas négliger également ces facteurs culturels qui est là. Donc la migration a toujours existé au Mali et donc c'est un phénomène qui est ancré dans nos valeurs culturelles. Donc migrer, c'est également aller découvrir. Allez découvrir. Alors, Monsieur Bamba, vous êtes consultant sur les questions de changement climatique. Le thème de cette année est migration et changement climatique. Quelle protection pour les personnes en situation de mobilité? Mais qu'est-ce qui lie le changement climatique à la migration selon vous? Bien, merci, madame. Merci les co-débatteurs. Je vous dis bonsoir déjà. Et je remercie en tout cas Studio Tamani pour ce débat. C'est normal. Je dis bonsoir aussi aux téléspectateurs. C'est quand même normal. Sans eux, ça ne serait pas possible d'aller vers un développement communicationnel. Donc, il y a quand même une relation étroite qui lie le changement climatique aux migrations. Parce que quand on parle de changement climatique, il s'agit des variations, n'est-ce pas, des données climatiques pendant une certaine période comparable. Ça peut être dû véritablement à l'homme, directement ou indirectement, mais ça peut aussi être dû, en tout cas de façon naturelle. Le changement climatique peut être naturel,
Donc, de façon anthropique ou de façon naturelle, le changement climatique est là au Mali et dans le monde. Il faut faire des comparaisons pour pouvoir comprendre cela en un lieu déterminé. Maintenant, le lien qui existe, la vie se réalise quand même sur un territoire, dans des communautés, dans un environnement. Donc, si l'environnement n'est pas bien protégé, si l'environnement connaît des dégradations, des difficultés, des problèmes, donc forcément, les gens qui sont dans cet environnement vont avoir des difficultés et seront obligés de prendre le chemin, n'est-ce pas, de l'extérieur, d'où la migration. Si nous prenons l'exemple sur le Mali, d'abord, il y a eu un phénomène de grande sécheresse dans les années 1970 au Mali, où on a perdu plus de 350 000 tonnes de céréales, ce qui a provoqué une pénurie alimentaire au Mali. Et ça a été senti de partout. Donc, les régions qui ont été gravement affectées par cette situation ont migré vers des régions, en tout cas plus favorables. Et ces régions plus favorables n'ayant pas d'issue favorable là-bas, ils étaient obligés, ces gens-là, d'aller vers l'extérieur. Donc, ça veut dire que tant qu'il y a des difficultés climatiques, tant qu'il y a le réchauffement climatique, il y a des inondations, il y a des catastrophes, véritablement, les gens qui vivent dans ces zones sont obligés de faire recours, n'est-ce pas, à des pays développés qui ont plus de stratégies, qui sont plus adaptés, qui ont plus de moyens pour y faire face. Donc, c'est ce qui explique quelque part, n'est-ce pas, la relation changement climatique d'une part et migration. Alors, Monsieur Konaté, la migration climatique, est-ce qu'on peut dire que c'est un nouveau phénomène ici au Mali? Bon, pas du tout. Peut-être que côté information ou communication, on prend peut-être un peu de retard par rapport à la question. Mais comme il a dit, il a parlé des années 70, où il y avait déjà eu une sécheresse. Donc, on peut dire que c'est aussi dû à des changements climatiques. Alors, donc, ça a poussé les populations à migrer, soit à faire de la migration interne, soit de la migration internationale. Alors, donc, actuellement, c'est également le cas. Ça peut être la sécheresse, mais cette année, on était confronté à des inondations, donc, qui ont fait beaucoup de déplacés. Alors, donc, les personnes sont donc dans des situations déplacées internes. Mais parmi ces lots-là, il y en a qui choisissent donc de partir, comme il a dit, donc partir vers d'autres pays ou d'autres espaces où il y a donc des infrastructures adaptées qui puissent les permettre de survivre. Alors donc c'est aussi une sorte de fuite. Bon, donc pour éviter donc ces difficultés-là. Parce que les inondations, comme on l'a vu, ça a occasionné beaucoup de personnes déplacées qui sont allées s'installer, certains dans des écoles. Et vous avez vu que ça a créé des difficultés, même pour la reprise des scolaires cette année, où les écoles étaient donc occupées par ces personnes-là sinistrées. Alors donc il y a un lien très étroit entre ces deux. Et même, nous, on a toujours travaillé dans ce domaine-là aussi, parce que vous avez vu que même à l'Office du Niger, par exemple, il y a eu des années où il y a eu des gens qui ont été obligés de partir, soit parce qu'ils n'ont pas pu trouver de l'eau pour irriguer les champs. Donc, ces gens-là ont été obligés de partir. Et donc, quand ils sont partis, certains peuvent venir dans les grandes villes à Bamako, à Ségou et autres. Mais quand ils ne trouvent pas d'issue, donc, ils continuent leur route. Alors, votre co-débatteur, Sambou Dambélé, a évoqué des facteurs culturels comme cause de départ des Maliens. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres causes, en plus de celui de la culture et du changement climatique? Qu'est-ce qui pousserait aussi d'autres personnes à aller vers la migration? Parce que le Mali aussi connaît des situations humanitaires un peu difficiles, si on peut se le permettre, et aussi parler le cas de l'insécurité. Est-ce que tous ces facteurs-là aussi ne pousseraient pas certaines personnes à
à aller vers la migration? Oui, oui, comme il l'a dit, il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de causes donc à la migration. Il y a la pauvreté, donc il y a la sécurité, il y a les changements climatiques et il y a les facteurs culturels. Donc comme il a dit, dans certaines contrées du Mali, les jeunes sont obligés de partir, même quand ils ont du travail sur place et même quand ils ont une situation confortable sur place, ils sont un peu obligés de partir parce que tout le monde part. Mais il y a donc des raisons. Il peut y avoir aussi des raisons politiques, ce n'est pas nombreux, mais des raisons politiques aussi. Donc, quand nous voyons, il y a plusieurs facteurs qui occasionnent donc, la migration. Alors donc, on a vu que ces dernières années, il y a les changements climatiques qui en tout cas, est beaucoup évoqué. Et donc, pour évoquer les causes donc, de la migration. Donc, il y a donc, effectivement, dans les années passées, on a beaucoup parlé donc, de l'insécurité aussi. Donc, il y a beaucoup fait partir des gens. Donc, là, parmi ces migrants, il y a, vous savez, il y a plusieurs catégories de migrants. Il y a toutes les déplacés internes, l'exode, même l'exode rural, les jeunes quittent les villages pour venir. Donc, ce sont des formes de migration. Alors, donc, les migrations, comme on l'a dit, elles peuvent être internes et elles peuvent être aussi donc, internationales. Alors, donc, les changements climatiques, c'est le thème abordé cette année sur le plan pour commémorer donc, la journée. Donc, c'est bienvenu parce qu'il faut effectivement mettre l'accent sur cet aspect-là. Okay. Alors, M. Sambou Dambélé, vous êtes chargé de projet migration à l'ONG Caritas Suisse au Mali. Est-ce qu'on a une idée du nombre de migrants au Mali, le nombre de Maliens en situation d'immigration ailleurs ou bien dans nos pays voisins? Oui, il y a une idée sur le nombre de migrants, mais Caritas Suisse, dans son approche, travaille beaucoup sur la protection de ceux qui rentrent ou transitent par le Mali. Donc, nous n'avons pas encore développé un projet visant la diaspora au Mali, même si c'est une perspective. Mais nous évoluons surtout auprès des migrants en transit qui sont en situation de vulnérabilité. Oui. Donc, ils sont nombreux? Oui, ils sont nombreux. Je pourrais donner une petite idée juste à travers la source de l'OIM, notamment. L'OIM a un mécanisme de collecte sur la migration au Mali. Donc, en se référant au rapport du dernier trimestre de l'OIM, il y a 127 927 personnes qui ont été observées au Mali, donc à l'entrée et à la sortie. Donc ces personnes, l'OIM a déployé actuellement 5 points de suivi des flux migratoires au Mali. Donc dans ces points de suivi, on collecte des informations sur les flux d'entrée et les flux de sortie. Donc en se référant à ces chiffres, vous comprenez avec moi que le phénomène a beaucoup d'ampleur. Donc 127 927 personnes observées, et rien que pour le troisième trimestre, notamment de juillet à septembre 2024. Et voilà. Ces personnes en transit sont des Maliens ou bien ils viennent d'autres pays? Dans ces flux, il y a non seulement des personnes qui rentrent au Mali, il y a également des Maliens qui sortent pour aller à l'étranger. Donc, selon le même rapport, 75% de ces migrants sont des jeunes. D'abord, c'est très important de les signaler. Donc, les jeunes sont les plus concernés par les phénomènes. Mais en termes de nationalité, les migrants sont majoritairement originaires des pays voisins, notamment le pays de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina, le Nigeria, la Guinée-Conakry, le Mali et le Sénégal. Donc voilà un peu les pays d'origine des migrants qui ont été observés par ces mécanismes de suivi de l'OIM. Vous avez parlé de l'OIM et selon un de leurs rapports, et l'année qui vient de s'écouler, les déplacements internes ont atteint un niveau record. Et selon vous, qu'est-ce qui explique cette situation, cette montée fulgurante du nombre de personnes en situation de déplacement? Oui, les déplacements internes s'expliquent par des facteurs majeurs. Ça a été déjà souligné.
Le premier facteur, c'est le conflit. Comme vous le savez, depuis 2011, le Mali est confronté à une crise multidimensionnelle complexe qui a entraîné d'importants flux de déplacés internes, notamment dans les régions comme Tombouctou, Gao, Kidal, Mopti, voilà, et Menaka, et donc en destination vers des zones relativement stables. Donc beaucoup de ces déplacés sont même arrivés dans les régions du sud, Bamako, y compris Bamako. Donc on a pas mal de sites de déplacés aux environs de Bamako. En plus maintenant du conflit, ça a été mentionné, la question climatique, l'environnement. Donc l'inondation, les catastrophes naturelles également ont occasionné beaucoup de déplacements internes, voilà, au Mali. Surtout cette année, voilà, les statistiques sont vraiment alarmantes. Alors, M. Issa Bamba, vous êtes consultant sur les questions de changement climatique. Est-ce que cette migration climatique peut être source de tension pour ceux qui se déplacent pour aller vers d'autres localités pour avoir des moyens de subsistance? Eh bien, cela dépend. Ça dépend des migrants parce que, en réalité, comme vous l'avez dit, ou comme nous l'avons dit tantôt, c'est que les gens qui se déplacent pour aller dans un autre pays, ils vont pour des raisons bien précises, n'est-ce pas? C'est pour aller chercher, en tout cas, l'amélioration de leurs conditions de vie. D'autres, c'est pour se réfugier. D'autres même, c'est pour des questions religieuses ou même politiques, etc. Maintenant, une fois que ces gens qui sont rentrés, parce qu'il y a des types de migrants. Il y a des migrants qui ont été déjà formés par l'Agence des Nations Unies, l'OIM, qui ont bénéficié d'un encadrement, qui connaissent exactement si nous partons, qu'est-ce que nous devrons faire et qu'est-ce que nous ne devrons pas faire dans le pays d'accueil. Ça, c'est un premier aspect. Un second aspect, il y a d'autres qui rentrent illégalement, qui ne s'y connaissent pas, qui n'ont pas de qualificatifs, qui n'ont pas de formation et maintenant qui deviennent des clandestins. En ce moment, ils peuvent s'adonner à des pratiques incommodes, à des pratiques qui ne marchent pas avec les pratiques du pays d'accueil, d'où un certain nombre d'incompréhensions voilà, entre le pays d'accueil, n'est-ce pas, et les migrants. Mais tout compte fait, dès l'instant qu'ils sont dans ces pays, moi je pense qu'il est de notoriété qu'on les forme, qu'on trouve d'autres voies, d'autres issues, étant donné que c'est des êtres humains, n'est-ce pas? Il faut les traiter humainement, il faut leur donner une qualification professionnelle et véritablement soit les préparer au retour progressif ou les installer afin que, n'est-ce pas, qu'ils contribuent à l'adaptation, à l'atténuation des changements climatiques du pays d'accueil, mais également de leur pays d'origine. Voilà. Alors, M. Konaté, vous voulez rebondir sur les propos de M. Bamba? Non. Bon, en fait, peut-être c'est pour conforter ce qu'il a dit. Oui. Alors, donc, il a parlé donc, de protéger, donc, une fois de plus, les droits des migrants sur place. Alors, donc, je voudrais dire que effectivement, la Convention allait dans ce sens-là déjà. Donc, protéger tous les migrants sans exception. Parce que, comme on l'a vu aujourd'hui, certains migrants peuvent être victimes, n'est-ce pas, de stéréotypes. N'est-ce pas, on peut penser qu'ils sont source d'insécurité dans le pays, d'appauvrissement, ils viennent prendre le travail des autres, voilà, etc. et tout. Alors donc, il faut les protéger. Donc c'est pour cela, c'est important qu'on continue donc de faire des plaidoyers pour que beaucoup de pays, en tout cas des pays de destination, puissent accepter donc de signer cette convention et de la ratifier pour que tous les migrants puissent en bénéficier. Il a abordé une question aussi. Vous voulez réagir? Oui, okay, surtout par rapport aux questions des ressources. Moi, je pense que c'est très important. Quand on parle de la migration, il faut également faire les liens avec le flux interne. En fait, les questions de migration, même au niveau interne, soulèvent pas mal de problématiques en lien avec les gestions des ressources naturelles. Comme tu as parlé des conflits, par exemple, c'est exactement des problèmes qu'on constate sur le terrain, notamment quand il y a des afflux de migrants.
dans les zones d'accueil, il y a des tensions au niveau sur les ressources naturelles, notamment l'accès à la terre, l'accès aux services sociaux de base, la santé, l'éducation. Donc ça soulève pas mal de problématiques qui créent également des tensions. Donc c'est pourquoi nous, les organisations, on met beaucoup l'accent également sur la coexistence pacifique et la question de vivre ensemble, parce que ça soulève des tensions entre les communautés d'accueil et les communautés migrantes. Merci beaucoup. Et Monsieur Konaté, il a abordé aussi une question parlant de la formation des migrants. Est-ce que selon vous, c'est important qu'un migrant, avant de prendre le chemin pour aller dans un autre pays, doit avoir une formation de base avant d'atterrir dans un autre pays? Absolument. Alors donc, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut ne pas être forcément une formation, mais ça peut être une sensibilisation, donc pour les permettre de savoir ce qui les attend sur la route, dans les pays de transit et aussi dans les pays d'accueil. Beaucoup de migrants, effectivement, sont victimes de cela. Et donc, ils prennent la route sans avoir aucune information sur place. Donc, finalement, ils sont pris au piège. Ils peuvent être victimes donc, des passeurs, donc ce qu'on appelle des passeurs. Et ils peuvent être victimes de beaucoup de choses. Ils peuvent être victimes des groupes armés, comme vous le savez. Et quand on quitte Bamako, on traverse le désert, le Sahara, et on rentre dans des zones de turbulence. Alors donc, il faut que le migrant soit donc au courant, soit bien informé avant de prendre la route, soit informé des dangers qui se trouvent sur la route. Les dangers, c'est-à-dire que la situation des pays d'accueil, on ne rentre pas dans tous les pays sans y être autorisé. Dans certains pays, il faut être autorisé au préalable avant d'entrer. Ce n'est pas pour vous couper, mais est-ce que certains n'ont pas déjà cette information? Les migrants, par exemple, qui sont expulsés de leur pays d'accueil vers leur pays d'origine, est-ce que ces derniers ne sont pas informés? On a souvent des informations disant que même ces expulsés tentent encore de reprendre le chemin de l'exode. Oui, évidemment, il y a certains qui sont déjà au courant, parce qu'il y en a qui reprennent 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc, forcément, ils sont au courant des difficultés. Ceux-là, ce n'est pas un problème, parce qu'ils ils agissent en connaissance des causes. Oui. Mais il y a des nouveaux migrants qui prennent la route, parce qu'il y a des amis qui sont partis, qui sont rentrés, qui envoient des photos. Qui les incitent à partir. Alors donc, eux, ils peuvent partir sans avoir des informations, sans savoir, parce que les amis qui envoient des photos ne leur diront pas certainement les difficultés qu'ils ont rencontrées en cours de route, les difficultés qu'ils ont rencontrées dans les pays de transit, dans les pays même qu'ils rencontrent dans les pays d'accueil. Certains ne travaillent même pas, ils ne sont pas autorisés, certains vivent dans des camps. Donc, mais ils trouvent des moyens d'envoyer des belles photos et ça incite les autres à prendre la route. Alors donc, dans ces cas, donc, le migrant peut être victime. Mais donc, ils arrivent, ils sont pris au piège. Certains peuvent même vouloir retourner, mais souvent avec des passeurs, ce n'est plus possible. Vous êtes obligé donc de continuer d'embarquer. Alors donc, les sensibilisations, il y a des programmes de sensibilisation que beaucoup de structures font, même le ministère fait. Aux solutions à la fin de l'émission. Oui. Bien avant, Monsieur Damélé. Et dans quelles conditions les migrants sont accueillis dans les pays de transit? Comme l'a dit votre co-débatteur, il a évoqué quelques difficultés rencontrées avec les passeurs. Mais quelles sont les autres difficultés, selon vous, auxquelles les migrants sont confrontés quand ils sont dans les pays de transit et même dans les pays d'accueil? Oui, il y a plusieurs difficultés. Il y a plusieurs difficultés. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous au niveau de Caritas Suisse, nous travaillons à développer des solutions pour atténuer certains risques auxquels ces migrants sont confrontés. Par exemple, il y a 2 ou 3 ans, on a tous entendu parler des questions d'esclavage, par exemple en Libye, où en ce moment, Libye était vraiment le principal pays de transit de ces migrants qui souhaitent atteindre l'Italie, par exemple. Donc les migrants subissent pas mal de violations, y compris même l'esclavage, donc les violences sexuelles pour les femmes. Et donc il y a plusieurs autres violences auxquelles ces migrants sont confrontés. Les violences physiques. Donc, ils sont parfois tabassés par des autorités qui luttent contre la migration irrégulière.
Pour nous, c'est la migration irrégulière parce que des faits qui n'ont pas le document nécessaire, ils ne sont pas autorisés à aller. Donc il y a cette violence policière qui est vraiment une évidence, c'est vrai, ils subissent ça. Et il y a en plus de ça l'accès aux services. Notamment, c'est des personnes parfois qui manquent même la nourriture, qui manquent des soins de santé. Donc c'est pourquoi il y a des initiatives de protection qui sont parfois lancées pour permettre à ces migrants d'avoir accès aux besoins essentiels comme l'accès à la nourriture, à la santé, l'hébergement. Donc c'est des gens qui dorment parfois dans la rue. Donc on ne peut pas tout citer. Donc la migration obéit à des règles. Oui, évidemment, la migration est encadrée. Il y a des instruments au niveau international, mais chaque pays est souverain. Donc chaque pays a également des instruments au niveau national qui encadrent qui doit rentrer, dans quelles conditions la personne peut rentrer dans le pays, dans quelles conditions il peut sortir. Donc, mais le migrant, lui, il est en quête d'opportunités. Parfois, il ne prend pas en compte ces instruments, ces cadres légaux. Donc, ce qui rend un peu leur protection assez complexe. Alors, M. Bamba, est-ce qu'il y a des solutions d'adaptation aux effets du changement climatique pour un peu atténuer ces cas de migration? Tout à fait. En fait, la question de migration interpelle fortement nos autorités, même si elle interpelle véritablement toute la collectivité, les ONG, les associations, même de façon individuelle. Tout un chacun de nous, à son niveau, est concerné par la question, en tout cas, de migration. Parce que si le développement suivait son cours et que les infrastructures étaient à la hauteur des attentes et que l'atténuation était faite et qu'on était résilient, qu'on avait trouvé des moyens pour faire face à ces chocs et à ces catastrophes-là liées au climat, liées à la nature, véritablement beaucoup n'allaient pas prendre le chemin, n'est-ce pas, de l'étranger. Donc ici, il va falloir que l'on change de politique de développement pour fixer véritablement nos populations à la base. Cela peut permettre véritablement de réduire les départs et de les expliquer que, en réalité, ce qui les attend, les conditions climatiques de chez nous et les conditions climatiques d'ailleurs diffèrent. Ce qui va faire que d'autres vont véritablement attraper des maladies auxquelles ils ne sont pas habitués. Et ils nous reviendront mutilés ou à des situations qu'on ne veut pas. Et aussi, les pays d'accueil aussi sont confrontés au phénomène du changement climatique. Est-ce qu'en voulant quitter, par exemple, le Mali pour aller dans un autre pays plus clément, est-ce qu'on ne va pas rencontrer le même problème là-bas? Peut-être qu'il n'y a pas d'inondation dans ces pays, mais il peut y avoir d'autres soucis climatiques dans ces différents pays. Est-ce que ce n'est pas fuir un problème pour se mettre dans un autre problème, vu que la question du changement climatique est mondiale? Oui, mais le problème est que dans les pays en voie de développement, c'est vrai que nous ne sommes pas des grands pollueurs. Si tu prends par exemple l'Afrique n'est responsable que de 3%, en tout cas, de la GES. En tout cas, l'Afrique ne produit que 3%, n'est-ce pas, des gaz à effet de serre, qui créent des problèmes à notre atmosphère. Et le Mali ne produit que 0,06%, n'est-ce pas, des gaz à effet de serre. Mais il se trouve que nous restons toujours comme un grand puits, n'est-ce pas, de gaz, de contaminants, de contamination. Est-ce que vous voyez? Parce que les matériels que nous recevons de l'extérieur, l'utilisation que nous faisons de ces matériels-là, font que nous restons, en tout cas, et nos pratiques quotidiennes, dans une certaine mesure, font que nous restons véritablement un puits de contamination. Bon, mais ces pays développés ont assez de moyens et ont une certaine technologie, une certaine logistique, et ils ont pris un peu le devant pour pouvoir faire face, n'est-ce pas, à ces changements climatiques. Par exemple, en Europe, si vous prenez, chez nous aujourd'hui, on est en train de couper des arbres. Quand vous partez dans la zone de Bougouni ou de Yanfouila, ce qui m'a fait très peur, c'est que les femmes ne produisaient pas du charbon dans ces zones. Mais aujourd'hui, les femmes produisent du charbon.
et elle coupe beaucoup d'arbres, et c'est l'arbre qui séquestre le carbone. Et ce qui veut dire que notre exposition devient à ce niveau très grand. Et par contre, dans ces pays développés, et ils sont en train de planter des arbres. Lorsqu'ils coupent un arbre, ils en plantent une dizaine ou une centaine. Ils ont compris. Ils sont en train véritablement d'utiliser les ressources nouvelles, n'est-ce pas, et renouvelables, telles que les énergies solaires et l'énergie éolienne. Et là, la mise en application, la mise au point de ces nouvelles ressources nouvelles et renouvelables demande des moyens que nous, pays en voie de développement, n'avons pas d'abord. Mais il faut sensibiliser la population afin véritablement qu'elle s'adapte, afin d'être résilient vis-à-vis de ces changements climatiques. Ok, merci beaucoup, Monsieur Konaté. On a parlé un peu des difficultés auxquelles les migrants sont confrontés et les règles qui entourent la migration. Mais dans quelles conditions ces migrants sont expulsés des pays d'accueil? D'accueil. Oui. Merci. Alors donc, les migrants sont expulsés dans différentes conditions. Certains sont expulsés dans des conditions extrêmement difficiles, dans des conditions de violation complètement de leurs droits. Mais par contre, d'autres sont expulsés dans les conditions normales. Donc, par exemple, ceux qui sont expulsés dans les conditions normales, peut-être entre guillemets, parce que quand on est déjà expulsé, c'est déjà pas bon. Alors donc, c'est des personnes qui vivent dans ces pays-là en situation d'irrégularité. Alors donc, vous pouvez vivre dans ces pays-là tant que vous ne rencontrez pas un contrôle. Et donc, malheureusement pour vous, quand vous rencontrez un contrôle, donc, vous êtes pris et vous allez être expulsé. Et donc, ces expulsions peuvent se passer dans des conditions, donc, comme on le dit, normales, mais dans des conditions anormales. Alors, il y a des migrants qui résistent beaucoup à l'expulsion, qui n'acceptent pas du tout d'être expulsés. Donc, ce qui souvent les amène à être violents, donc à ne pas se laisser faire. Et donc, ce qui amène donc, les autorités de ces pays-là à employer les grands moyens. Et ces grands moyens sont souvent des moyens disproportionnés et qui peuvent aller jusqu'à l'enchaînement et à transformer la personne en colis. Donc, vous êtes bien menotté, bien maîtrisé et puis scotcher la bouche pour qu'il ne crie pas, parce qu'il y en a qui crient, donc qui veulent alerter les autres qu'ils sont là. Donc, ils sont là et souvent ça marche et certains, ils sont obligés de les... Parce que le commandant, généralement, n'accepte pas de décoller avec des gens qui sont comme ça dans son avion. Alors, donc pour cela, il y a des... quand vous scotchez quelqu'un, vous l'enchaînez, donc vous le transformez en animal. Donc ça atteint sa dignité. Voilà. Donc, et ça, c'est malgré le fait qu'il soit donc en situation irrégulière, donc c'est quand même une violation de ses droits. Et comment est-ce que vous venez en aide à ces gens-là? Oui. Alors donc, on a un dispositif à l'aéroport, donc qui est régulièrement présent à l'aéroport, donc qui permet on travaille avec la police des frontières à l'aéroport et donc qui sont informés donc de l'arrivée des migrants. Et puis nous aussi on a des contacts dans beaucoup de pays d'accueil en Europe et dans les pays africains qui expulsent aussi, donc qui souvent nous alertent donc de l'arrivée de ces migrants. Alors donc quand ils arrivent, donc après les formalités avec la police, nous les recueillons pour ceux qui veulent donc venir avec nous et on les amène donc dans nos locaux. Et ensuite, donc ça c'est la phase de l'accueil, on les amène et malheureusement compte tenu de nos moyens aussi, nous sommes une petite ONG et on peut les garder pendant 72 heures, 3 jours. Et pendant ces 3 jours-là, on essaye donc de parler avec ces personnes-là, d'échanger avec eux pour les apaiser déjà, les rassurer
et les aider, n'est-ce pas, donc à rentrer en contact avec leur famille. Parce que dans beaucoup de cas, c'est la rupture avec certains n'ont pas envie de retourner en famille. Et donc, il faut les parler. Pour certains, ils acceptent donc finalement de retourner en famille et nous les mettons en contact avec la famille. Et peut-être plus tard, si nous avons des programmes, parce qu'il arrive que nous ayons des programmes, des projets d'accompagnement donc des migrants, et nous pouvons donc les insérer dans ces programmes-là ou dans ces projets-là. Alors, M. Dambélé, ces migrants aussi sont un grand soutien pour les familles restées au pays et contribuent aussi au développement du pays. Jusqu'à quel niveau ces derniers sont des soutiens pour leur famille et pour le développement du pays? Merci beaucoup pour cette question. Je pense qu'ils attendaient beaucoup cette question parce que c'est vraiment l'un des enjeux de la migration aujourd'hui. Donc en travaillant sur la thématique de la migration, il faudrait prendre en compte également l'apport de ces personnes au niveau du Mali et au niveau de leur localité d'origine. Donc c'est pourquoi quand le consultant parlait de fixer, moi, je pense que nous, dans l'approche, l'objectif, ce n'est pas de fixer les gens. L'objectif, c'est vraiment d'encadrer les phénomènes en prenant en compte notamment les risques auxquels les migrants font face et en travaillant pour maximiser un peu également les avantages qui sont liés à la migration. Comme vous le savez, moi, je suis originaire de Caille. En 2018, j'ai mené une enquête sur un peu l'apport de la diaspora à Caille. On s'est rendu compte que plus de 80% des infrastructures sociaux de base à Caille ont été réalisées par les migrants. Donc c'est un apport inestimable dans le développement local. Donc aujourd'hui, le ministère des Maliens de l'extérieur et d'autres acteurs étatiques et organisations de la société civile travaillent pour faire en sorte que cet apport puisse contribuer à un vrai développement local. Parce que le constat est que 80% des transactions des migrants vers le Mali va vers le social. Donc aujourd'hui, la politique nationale de migration vise à orienter une grande partie maintenant de ces transferts vers des investissements durables. Donc du social, il faut vraiment mettre l'accent sur notamment le financement du secteur de l'agriculture, l'entrepreneuriat zen. Voilà, et donc c'est un peu ça. Mais voilà, si la grande partie des transferts de fonds ne sert qu'à la nourriture, à la santé, à l'éducation, il faut vraiment aller vers un autre niveau pour renforcer un peu la contribution de ces personnes-là au niveau du développement de ces localités-là. Alors, M. Baba, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Comme solution, qu'est-ce que vous proposez aux autorités et aux populations locales pour un peu atténuer les effets du changement climatique? Oui, mais avant de répondre à votre question, en fait, M. Dambélé n'avait pas compris ma position. Je disais que le fait de réaliser des infrastructures, que l'État s'assume, et que l'État joue toute sa responsabilité parce que c'est lui qui est le premier, en tout cas, responsable des catastrophes naturelles. Nous l'avons mentionné lorsqu'il y a eu véritablement les inondations, n'est-ce pas, au Mali cette année. Et l'État a été affecté jusqu'à ce que ça allait provoquer un hic. Vous avez vu que l'année scolaire a été reportée. L'ouverture des classes fut reportée d'un mois. Votre réponse, nous sommes à 2 minutes excusez-moi. de la fin. D'accord. Donc, par rapport à l'agriculture, il faut que l'agriculture soit l'agriculture bio, l'agriculture responsable et durable. Sinon, s'il s'agit du transfert d'argent, n'est-ce pas, des expatriés et des migrants, s'il faut acheter des engrais, des machines, des moteurs avec ça et des voitures, je crois que les COD va encore contribuer à la détérioration de notre environnement, ce qui est encore grave parce que l'agriculture contribue à 16%, n'est-ce pas, à la détérioration de la couche d'ozone. Voilà. Maintenant, comme solution, moi je pense quand même que il faut qu'il y ait une responsabilité de ceux qui partent, qu'ils soient des messagers et qu'ils jouent franchement, qu'ils soient l'image de leur pays, qu'ils soient positifs et véritablement
qu'il soit une solution d'adaptation et d'atténuation pour le pays et non un problème pour le pays d'accueil et le pays d'origine. Voilà ce que je voudrais dire. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Nos invités étaient Mamadou Konaté, chargé des questions juridiques à l'Association malienne des expulsés AME, Issa Bamba, consultant sur les questions de changement climatique, et Sambou Dambélé, chargé de projet migration de l'ONG Caritas Suisse au Mali. Le thème d'aujourd'hui portait sur changement climatique, les migrants en quête de sécurité. Je suis Mariam Koulibaly. J'ai eu l'honneur et le plaisir de vous présenter cette émission qui a été réalisée par Arkia Touré. La partie technique était gérée par Mamadou Ouattara et Sanogo. Merci à vous de l'avoir suivi. On se dit à demain, Inch'Allah.